il a autrefois enflammé la scène avec sa voix rocailleuse et son allure de rebelle, devenant un pilier du rock français et une icône culturelle adorée. Mais aujourd'hui, à plus de 80 ans, la vie d'Eddie Mitchell raconte une histoire bien plus sombre. Je pense souvent à la mort la nuit, a-t-il confié récemment dans une interview, des mots qui révèlent à quel point il est loin des foules en délire et de la lumière des projecteurs. Dans cette vidéo, nous révélons la vérité douloureuse derrière la légende, sa santé déclinante, un retour annulé et un homme désormais contraint d'affronter le poids du temps et le prix à payer pour des années à avoir négligé son propre corps et son bien-être. Une icône intemporelle du rock français. Eddie Mitchell est une figure emblématique de la culture populaire française, à la fois pionnier du rock hexagonal, acteur respecté et personnalité télévisuelle marquante. Il s'est fait connaître au début des années 1960 en tant que chanteur du groupe Les Chaussettes Noires, le premier véritable groupe de rock à succès en France. Leurs tubes énergiques comme Daniela, Je t'aime trop ou Dactylo Rock ont électrisé la jeunesse et introduit le rock and roll dans le paysage musical français. Après avoir quitté le groupe en 1962, il entame une carrière solo qui durera plus de 60 ans, marquée par une impressionnante évolution musicale et artistique. Des titres rock entraînant aux ballades profondes en passant par un style crooner, Mitchell développe une signature sonore unique. Parmi ses chansons les plus iconiques, on retrouve La Dernière Séance, un hommage nostalgique au cinéma américain classique, Sur la route de Memphis qui affirme son amour de l'Amérique musicale, Pas de boogie-woogie, hymne ludique et entêtant, et aux couleurs menthe à l'eau. Ballade mélancolique devenue l'un de ses titres les plus aimés. Ces albums, souvent enregistrés dans des studios légendaires à Nashville ou à Londres, ont apporté une touche internationale à son œuvre. Des disques comme Rockin' in Nashville, Mr. Eddie ou Rio Grande sont considérés comme des sommets de sa discographie, salués pour leur authenticité et la richesse de leurs arrangements. En 2015, il renoue avec ses racines de crooner avec l'album Big Band, enregistré dans les célèbres studios Capitol de Los Angeles, le même lieu mythique où Nat King Cole et Frank Sinatra ont gravé leurs plus grands titres. En dehors de la musique, Eddie Mitchell mène une belle carrière au cinéma. Il tourne sous la direction de Bertrand Tavernier, Claude Lelouch ou encore Jean-Pierre Mocky, démontrant ses talents d'acteur. Son rôle dans Un coup de torchon, un drame criminel teinté d'humour noir se déroulant en Afrique coloniale, est particulièrement remarqué et assoit sa crédibilité sur grand écran. À la télévision, il marque également les esprits avec La Dernière Séance, une émission culte dans laquelle il présente chaque semaine des classiques du cinéma américain avec passion et érudition. Le programme devient une référence culturelle et reflète son amour indéfectible pour le 7e art. Ses collaborations avec d'autres légendes de la chanson française comme Johnny Hallyday et Jacques Dutronc, notamment au sein du supergroupe Les Vieilles Canailles, renforcent son statut d'icône nationale. Leurs concerts, véritable célébration de l'histoire du rock français, rassemblent un public massif et transgénérationnel. Aujourd'hui, la voix d'Eddie Mitchell, son charisme et ses contributions culturelles restent gravés dans la mémoire collective. Par ses chansons intemporelles, ses rôles marquants ou ses hommages au cinéma, il incarne une rare fusion entre l'influence américaine et l'âme française. Un artiste qui a façonné la pop culture moderne des deux côtés de l'Atlantique. Mais derrière ces décennies de succès se cache une histoire plus intime, marquée par des luttes personnelles, des instants de solitude et le poids silencieux de la célébrité. La solitude d'un rêveur dans le Paris d'après-guerre. Eddie Mitchell, de son vrai nom Claude Moine, est né en 1942 dans le 20e arrondissement de Paris au sein d'une famille ouvrière. Sa mère était employée de banque tandis que son père travaillait pour la Société des transports en commun de la région parisienne. La famille vivait modestement dans le quartier du Haut-Belleville, un secteur densément peuplé situé sur les hauteurs de l'Est parisien. L'époque d'après-guerre était marquée par la pénurie et la survie. Et le jeune Claude grandit entouré de murs gris, de logements insalubres et de ruelles étroites où les rêves se heurtaient souvent à la dureté du quotidien. Malgré cet environnement austère, Claude développa tôt un monde intérieur riche et coloré. Si son père n'avait aucun intérêt particulier pour la musique, il était en revanche un fervent amateur de cinéma qu'il fréquentait 2 fois par après-midi. Il y emmenait souvent son fils après l'école, nourrissant ainsi, sans le savoir, l'imaginaire de l'enfant. Claude devint passionné par le cinéma américain, en particulier les westerns, et par l'atmosphère de grandeur et d'évasion qu'il promettait. Le grand écran lui offrit ses premiers instants de rêve, d'aventure et une échappatoire à la rudesse des trottoirs de Belleville. En parallèle de son amour du cinéma, une autre passion naquit, la bande dessinée. Il dévorait les Spirou, Péco Bill et Kid la Bombe. Il admirait des dessinateurs comme J.G., Franquin, Victor Hubinon ou encore Tilleux. Pendant un temps, Claude ne rêvait pas de musique mais de devenir dessinateur.
Il envoya ses premières planches à des magazines comme Cœur Vaillant, essuyant ses premiers refus très jeune mais sans jamais abandonner. Deux de ses dessins humoristiques finirent par être publiés dans Risque Tout, un petit triomphe personnel dans une enfance où les signes de reconnaissance étaient rares. Mais sous la surface de ses passions brûlait une profonde agitation. Belleville, malgré sa richesse culturelle et sa vitalité, était aussi un quartier rude, bruyant et parfois cruel. La famille vivait à l'étroit. Sa mère travaillait de longues heures et son père était distant sur le plan émotionnel. Le jeune Claude était souvent livré à lui-même, contraint de grandir plus vite que les autres. Il y avait peu de place pour la sensibilité ou les rêves dans cet environnement, surtout pour un garçon qui ne rentrait pas tout à fait dans le moule. Il avoua plus tard s'être souvent senti ennuyé, perdu, en décalage. Pour subvenir à ses besoins, Claude enchaîna les petits boulots durant son adolescence. Il fut coursier pour le Crédit Lyonnais, livrant papiers et messages à travers Paris. Par hasard, son itinéraire le faisait passer devant le Golf Drouot, un lieu mythique pour les amateurs de musique américaine. C'est là, en écoutant les jukebox diffusés Gene Vincent ou Bill Haley, qu'une nouvelle fascination prit racine, le rock and roll. À seulement 16 ans, il monta pour la première fois sur scène lors d'un spectacle improvisé devant les employés du Crédit Lyonnais, un moment fondateur de sa future carrière de chanteur. Pourtant, se tourner vers la musique ne fut pas encouragé. Son père ne s'y opposa pas, mais ne le soutint pas non plus. Il n'y avait aucune tradition musicale dans la famille, aucune passion transmise. Claude traça seul son chemin. Ses influences venaient de l'extérieur, des disques venus clandestinement des États-Unis, des films, des émissions de radio et de fans français du rock encore marginal. Son idole Gene Vincent devint pour lui un symbole de rébellion et de liberté. Mais cette admiration s'accompagnait aussi de douleur. Claude savait qu'il ne serait jamais américain, qu'il ne pourrait jamais réellement fuir Belleville, ni le système de classe qui avait façonné sa jeunesse. Une grande partie de ce tiraillement intérieur se retrouve dans son roman autobiographique Petit Claude, publié en 1993 puis revisité en 2022 dans l'édition illustrée des Lilas à Belleville dessinée par Ralph Meyer. Le livre n'est pas une autobiographie nostalgique, mais un regard cru, souvent mélancolique sur son adolescence. Situé dans les années 1950, le récit dépeint un garçon coincé entre l'enfance et l'âge adulte, errant dans les rues pendant les vacances scolaires. Il traîne près des fortifs, zones désaffectées envahies par les herbes, le béton et des marginaux fantomatiques, rêvant de motos, de filles américaines et d'évasion. L'un des épisodes les plus marquants est sa rencontre avec Pépé, un petit voyou local qui tente de l'entraîner dans un vol mineur. La promesse d'argent est tentante, assez pour s'offrir un nouveau costume, un électrophone, peut-être même une moto. Mais le prix moral est lourd à porter pour Claude. Cette scène illustre les choix permanents auxquels il est confronté, entre conformisme et rébellion, entre Belleville et le grand rêve, entre se perdre et préserver ce qu'il a de plus pur. Son quartier, aussi vivant soit-il, était impitoyable. La pauvreté, l'alcool, la violence y étaient monnaie courante. Claude grandit entouré d'hommes marqués par la guerre ou le chômage, de femmes usées par le travail et d'enfants qui disparaissaient souvent dans des destins tragiques ou anonymes. Il n'y avait ni repère ni réelle protection. Et pourtant, Claude réussit à maintenir un fragile équilibre. Il absorba la rudesse de son environnement sans jamais s'y laisser engloutir. Il resta enraciné mais jamais résigné. Une forme de mélancolie ne l'a jamais vraiment quitté. Même dans le succès, en tant que leader charismatique des Chaussettes Noires puis en tant que crooner solo sous le nom de Monsieur Eddy, on retrouve dans sa voix une nostalgie poignante. Des chansons comme La dernière séance ou Sur la route de Memphis sont imprégnées de ce désir pour le passé, pour l'innocence perdue, pour des rêves à moitié réalisés, à moitié manqués. Une descente dans l'addiction et un combat pour la rédemption. Derrière le succès, les albums et les applaudissements se cachent un chapitre bien plus sombre, marqué par l'addiction, les excès et les crises personnelles. Dans les années 1970 et au début des années 1980, celui que l'on surnommait Monsieur Eddy traversa l'une des périodes les plus tumultueuses de sa vie. Sa lutte contre la cocaïne, le jeu, l'alcool et la cigarette faillit lui coûter sa santé, sa famille et jusqu'à son identité. La descente aux enfers commença discrètement. En 1978, accablé par un calendrier exténuant de 50 concerts à travers l'Europe pour régler des dettes fiscales, des obligations légales et des pensions de divorce, Mitchell se tourna vers la cocaïne. Ce n'était pas une drogue festive, affirma-t-il plus tard, c'était un stimulant sous pression, un moyen de tenir le coup. J'ai fait toute la tournée sous coke, avoua-t-il en interview, puis j'ai arrêté d'un coup. Il affirme ne pas avoir développé de dépendance durable,
mais le coup psychologique était indéniable. Pourtant, la cocaïne n'était qu'un élément du puzzle. L'alcool et les cigarettes faisaient partie intégrante de sa routine quotidienne. Il a décrit cette consommation comme une habitude presque rituelle. « J'ai toujours été fumeur », déclara-t-il au Monde, et pendant des décennies, il ne descendait que rarement en dessous d'un paquet par jour. L'alcool aussi faisait partie du cycle, surtout dans les soirées mondaines, les nuits longues et les prestations sur scène. Même s'il affirme avoir fini par modérer ses habitudes grâce à un suivi médical strict, les effets sur son corps sont devenus irréversibles. Mais le vice le plus destructeur et insidieux fut sans doute le jeu. Mitchell a reconnu que pendant des années, les casinos étaient devenus sa seconde maison. « Je jouais dès l'ouverture du casino à 16h jusqu'à 4h du matin », a-t-il confessé. Cette addiction dévorait son temps, ses finances et faillit anéantir son mariage. Il décrivit la dualité étrange de ses journées, passer des heures à une table de poker, s'absenter brièvement pour monter sur scène, puis retourner immédiatement jouer toute la nuit. Ce n'était pas glamour, c'était compulsif. L'argent perdu n'était pas que financier. Il se payait en intimité perdue, en paix mentale sacrifiée. Mais quand vous quittez votre femme à 14h et que vous revenez le lendemain matin juste pour parler sans arrêt de main de poker, vous comprenez qu'il est temps d'arrêter, écrira-t-il plus tard avec lucidité dans son autobiographie. Le tournant ne vint pas de lui, mais de celle qui refusa de le regarder se détruire. Muriel B., sa seconde épouse et mère de sa fille Pamela, posa un ultimatum qui allait tout changer, c'est le jeu ou moi. Ce n'était pas dit à la légère. Elle l'avait soutenu à travers la gloire, les échecs, les excès. Mais elle n'était plus prête à le voir sombrer davantage. Son intervention força Mitchell à affronter la réalité qu'il fuyait. Elle le fit choisir, et il la choisit. La décision ne fut pas facile, mais elle fut résolue. En 1983, Mitchell prit une mesure radicale. Il demanda officiellement à être interdit de tous les casinos, pas seulement en France, mais dans le monde entier. Il envoya une lettre aux autorités compétentes, se faisant ainsi inscrire sur liste noire dans tous les établissements de jeux légaux. Ce geste fut à la fois symbolique et stratégique. « Je suis allé une fois dans un casino à Las Vegas après ça », se souvient-il. Et quand ils ont demandé mon passeport, ils m'ont regardé et ont dit non, ce n'est pas possible. J'ai fait demi-tour et je suis reparti. L'interdiction était définitive. Elle éliminait la tentation et envoyait un message clair, non seulement aux autres, mais à lui-même. Pour la première fois depuis des années, il retrouvait un semblant de contrôle. Mitchell parle souvent de Muriel comme d'une force d'ancrage dans sa vie. Même s'il s'exprime rarement sur ses émotions personnelles, il lui attribue le mérite de l'avoir aidé à se regarder en face et de lui avoir inspiré l'une de ses rares véritables chansons d'amour, Le cimetière des éléphants. Il est révélateur que dans ses projets d'avenir, son lieu de repos, son héritage, elle soit toujours présente. Il a un jour déclaré qu'il sera enterré à Saint-Tropez à ses côtés, car c'est elle qui m'a rendu meilleur. Le prix final. Aujourd'hui, Eddie Mitchell est contraint de payer le prix de décennies d'excès. Un corps usé par la cigarette, les nuits sans sommeil et une vie entière passée à courir après les applaudissements. Début 2025, il a été forcé d'annuler un retour sur scène très attendu, une courte tournée estivale de 6 dates, annulée pour des raisons de santé évoquées d'abord de manière vague comme de graves problèmes médicaux. Une annonce dévastatrice tant pour les fans qui attendaient son retour solo depuis 10 ans que pour l'artiste lui-même. Dans un communiqué, Mitchell a déclaré avec tristesse « J'avais hâte de vous retrouver cet été, mais ma santé passe avant tout ». Quelques jours plus tard, son ami et animateur Michel Drucker confirma ce que beaucoup redoutaient, Mitchell avait souffert d'une pneumonie, une affection particulièrement dangereuse à son âge et compte tenu de ses antécédents médicaux. La maladie l'avait déjà contraint à interrompre la promotion de son album de 2024 et à reporter plusieurs apparitions publiques. Cette rechute fut plus sévère, nécessitant un traitement strict et plusieurs mois de repos. Un fardeau particulièrement lourd pour un homme dont la vie avait toujours tourné autour du rythme, du mouvement et de la scène. Mais la maladie n'est pas nouvelle pour Mitchell. Sa voix, son outil le plus précieux, a longtemps été à la merci de ses vices. S'il avait un temps réussi à arrêter de fumer, il a repris la cigarette lors de l'enregistrement de son album Country Rock en 2021. « Quand j'ai arrêté, j'avais une voix fragile », expliquait-il dans Télé 7 jours. Alors, j'ai recommencé. Ça m'a redonné la voix que j'aime, celle dont j'ai besoin pour chanter. La décision n'était pas anodine, mais elle révélait une vérité plus profonde, son art, son identité même, était physiquement liée à des habitudes qui l'avaient aussi détruit.
Son rapport à la mort est d'une grande lucidité. Je pense souvent à la mort la nuit, confia-t-il au journal du dimanche. Non pas avec peur, mais comme une présence, quelque chose d'inévitable et d'intime. Contrairement à de nombreuses figures publiques, Mitchell a tout planifié en détail pour ses funérailles. J'ai tout organisé. Ce sera au cimetière marin de Saint-Tropez, en petit comité. Pas d'hommage national comme Johnny. Il ajouta, non sans ironie, j'espère juste ne déranger personne. Il y a une tristesse particulière dans ses paroles, une conscience que le temps est compté, que le corps ne suit plus la volonté. Je ne garde pas d'archives, dit-il à propos de sa musique. Tout ce que je voulais dire, je l'ai dit de mon vivant. Il n'y aura pas d'album posthume, ni d'enregistrement secret. Pour Mitchell, la célébrité posthume est vide de sens. Franchement, je suis étonné que ça ait duré aussi longtemps. Personne n'y croyait au départ. Sa vulnérabilité transparaît aussi dans ses dernières apparitions publiques, comme aux Victoires de la musique en février 2025. Sa fatigue était visible. Bien qu'honoré pour ses 60 ans de carrière musicale, entouré de pairs comme Alain Souchon et William Scheller, l'événement avait des airs d'adieu symboliques plutôt qu'un nouveau départ. Il interpréta une ballade country avec effort, la voix rauque mais toujours pleine d'émotion. Un rappel poignant, la grandeur perdure, mais les corps s'éteignent. Les problèmes de santé de Mitchell se sont multipliés avec l'âge. Après avoir combattu les effets à long terme du tabac, il a dû affronter les séquelles de décennies de tournées, de nuits blanches, d'alcool et de stress chronique. Sans jamais dramatiser, il a reconnu que cette pneumonie l'avait particulièrement épuisé et l'avait laissé considérablement affaibli. Il évite désormais les voyages en avion, limite ses engagements publics et refuse toute proposition de concert à grande échelle. « C'est fini », dit-il simplement. « Je ne peux plus. » Et pourtant, au cœur du déclin, demeure une forme de défi. Il rêve encore de scène, de musique, de public. « Et si je peux revenir, je le ferai », affirme-t-il. Mais son optimisme est mesuré, presque philosophique. Ses pensées dérivent souvent vers la mémoire, l'introspection. Dans une récente interview télévisée, Mitchell révéla qu'il rêvait parfois de son ami disparu, Johnny Hallyday. « Il vient me chercher », dit-il avec un demi-sourire. « Il me dit « Allez, il y a une fête, un bal costumé, on y va ». Même à l'approche de la fin, Mitchell reste lucide sur sa postérité. La gloire pour lui est secondaire. Ce qui compte, c'est la vérité et peut-être une certaine paix. Son plus grand souhait n'est pas l'ovation, mais la dignité. En interview, il minimise sa place dans l'histoire de la musique française, disant simplement « J'ai chanté, c'est tout ». Il revisite rarement ses anciens albums et refuse d'être prisonnier de la nostalgie. Il sait où il va et veut y aller sans bruit. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, Eddie Mitchell vit loin des projecteurs qu'il a autrefois dominés. La voix affaiblie, le corps marqué par les excès et les jours ralentis par la maladie et la réflexion. Mais qu'en pensez-vous? Eddie aurait-il dû quitter la scène plus tôt, ou son refus d'abandonner est-il au contraire un signe de force? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a touché ou éclairé, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits vrais sur les icônes.